3 invités avec nous chaque soir et 3 sorciers avec nous chaque troisième vendredi du mois pour cette échéance de rentrée, une échéance même trimestrielle. Jean-Luc Hussac est avec nous en plateau, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Romain Dobré, consultant pour Bourse Direct et cofondateur de l'atelier des options, nous accompagne évidemment. Bonsoir Romain. Bonsoir Grégoire. Et avec nous à distance en visio, Philippe Béchade. Bonsoir Philippe, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président des Éconoclastes et le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Romain, le bilan de cette échéance, je le disais en introduction, c'est vrai que si on regarde notre indice CAC 40 sur l'échéance, alors c'était du 15 août au 18 septembre aujourd'hui, effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses, mais au final, les niveaux sont à peu près les mêmes. Non, mais la description que faisait Pauline en introduction résume bien les choses. Qu'elle me place sur l'indice CAC 40 et du marché américain qui monte. C'est le scénario du jour reflète bien ce qui se passe depuis plusieurs semaines maintenant, voire plusieurs mois. L'indice CAC 40 est plombé depuis juin 2024. Il a subi le trou d'air d'avril dernier comme tous les autres indices, mais il est retourné dans son range précédent. C'est 7546 en bas, 7942 en haut pour l'indice CAC 44. Il faudra sortir de ces bornes pour considérer une tendance. Il y a peut-être un léger mieux qui se met en place depuis quelques temps, mais même si ça se mettait en place, on aurait un mouvement de l'ordre de la taille du range équivalent au range actuel, donc peut-être aux alentours des sommets, peut-être 8300 points, 8350 points. Ça, c'est le meilleur des scénarios qu'on puisse espérer, à mon sens, pour l'indice parisien. Il n'y a pas un momentum fort du tout. Quand vous dites plomber, ça veut dire quoi? Alors, il y a cette idée de range, ça veut dire aussi pas d'intérêt, peu d'intérêt sur les marchés dérivés, par exemple, Romain? Pas du tout d'intérêt. Si on regarde l'indice CAC 40, ça reste avec une position ouverte. Bon, il y a quelque chose de structurel sur le CAC 40 depuis plusieurs mois, années, mais le contexte ne favorise pas les choses. Il y a 160 000 contrats futurs ouverts. C'est quand même très, très bas. Historiquement, on avait plutôt une moyenne aux alentours de 300 350 000 selon les échéances et le moment. Si on regarde l'Eurostoxx, c'est pas très fort non plus. La position ouverte sur l'Eurostoxx, hier soir, elle est à 2 435 000 contrats futurs. En octobre 2022, il y a 4,5 millions de contrats futurs ouverts dans ce moment. Donc, il y a peu d'intervenants dans ce marché, même si ça monte, si ça a progressé depuis 2022 très, très nettement. Et on n'arrive pas à créer un momentum, un intérêt fort. On voit bien, vous êtes venu avec le graphique de l'Eurostoxx, avec une vue hebdomadaire, on voit bien effectivement cette idée de range dans lequel on reste comprimé, comme vous dites, depuis plusieurs mois. Là. Exactement. Alors, ce qui est intéressant en termes d'intérêt, d'une part, c'est qu'on a... au cours des mois précédents, parce que ça fait longtemps que ça dure, quand on baisse, il y a un peu de position ouverte qui augmente sur les futurs. Quand on rebondit, elle se tarit tout de suite. Donc, pas de soutien acheteur, mais pas de pression baissière solide non plus. On a un intérêt qui reste assez modeste, encore une fois. On a créé quand même sur l'échéance une centaine de milliers de contrats, mais il faudra voir ce qui reste après l'échéance, puisque septembre est un trimestriel, c'est une échéance majeure. En termes de ratio put-call sur l'Eurostoxx, on a un ratio qui reste, qui était à l'équilibre et qui devient un peu optimiste, 0,85 pour commencer l'échéance du mois d'octobre. Donc on devient un petit peu optimiste alors qu'il rien n'a changé. Bon, c'est le cas souvent au début d'une échéance, mais ça laisse un peu des doutes. Ce qui est à noter, et j'ai été regardé jusqu'au mois de décembre, c'est qu'on n'a pas d'intérêt, les opérateurs, on l'a signalé déjà, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, pas d'intérêt au-delà de 5500 sur l'Eurostoxx, sur les marchés dérivés, ce qui veut dire que on peut le franchir. Si c'était le cas, ça pourrait déclencher un mouvement et une accélération haussière. Ça prendrait un peu par surprise des opérateurs qui ne l'envisagent pas, même jusqu'en décembre. Donc 5005 est un gros plafond de verre, 5469, 5544 cette zone-là, mais 5005 un gros plafond de verre. Si on regarde le CAC 40, c'est la zone 7000-8000 qui est vraiment la même zone maximale d'intérêt. Détectable. Au-delà, les intérêts s'évaporent. Exactement. Donc après, il est arrivé qu'on déborde ces niveaux-là. Ça peut être le cas. Mais dans ce cas-là, ça crée des phénomènes d'arbitrage. Les opérateurs qui n'avaient pas envisagé des mouvements au-delà de ces niveaux-là alimentent le mouvement qui accélère. Donc on peut l'envisager de ce côté-là aussi. C'est plus du côté des marchés américains qu'on voit des signaux un peu étonnants. Enfin, étonnants. Le marché monte et le ratio put-call qui était à l'équilibre en optimisme à 0,80 passe pour le mois d'octobre à 0,63. Donc là, on est carrément complaisant. On passe, alors souvent au début d'une échéance, on est un peu moins protégé. Il y avait des intérêts qui vont être dégagés. Mais je regardais sur un an, à l'échéance des marchés dérivés du septembre dernier sur le S&P, on avait 5% d'intérêt en moins. Donc on a pas mal progressé, mais l'intérêt n'est pas beaucoup plus fort. Ça étaye toujours cette idée qu'il y a beaucoup de retail qui ont payé ces mouvements.
qu'il n'y a pas de beaucoup de gros acteurs qui sont en retrait de ce marché, même s'ils continuent à progresser, même si on n'a pas de signe de baisse sur les indices. Mais on commence à atteindre des cibles importantes sur les indices américains et 6660 sur le S&P par exemple. On voit qu'on devient assez complaisant et que l'intérêt est là et dans le sens de la tendance, mais qu'il n'est pas très fort non plus. Donc un peu de prudence. Et puis on commence à avoir, on y reviendra plus en détail, quelques signaux d'euphorie sur le marché. Oui. Sur certaines poches de marché. Tu parles, oui. Je pense que vous avez compris qu'il s'agissait par exemple d'Oracle. Je ne dis pas que ce ne soit pas justifié par rapport à mais une capitalisation, une telle augmentation de capitalisation d'une seule séance sur un titre. C'est pas une micro-cap, quoi. Non, ça commence ils ont créé un LVMH en une séance en valorisation. Ça commence à être des signes d'excès, de comportement en tout cas, qui laissent à penser que voilà, il va falloir commencer à être prudent. En tout cas, à court terme, le risque est asymétrique et à moyen long terme, je pense qu'il est temps aussi d'être un peu prudent. Bon. Deux histoires différentes là entre les marchés d'actions aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Comment vous regardez cette situation, Jean-Louis? Est-ce que le fait qu'on soit très rangé comme ça en Europe, est-ce que c'est pas aussi le reflet d'une situation de risque que tout le monde intègre et prend en compte depuis longtemps maintenant? Oui, bien évidemment. On n'a pas la même visibilité. Alors c'est vrai que la visibilité aux États-Unis, elle est, on va dire, elle est bonne quelque part. Elle est presque euphorique. Parce qu'il y a une réalité qui fait que... Alors après, est-ce qu'elle est trop chère payée, cette réalité de perception des choses? Probablement, oui, peut-être. Mais quand c'est pas Oracle, c'est Intel. Et quand c'est pas ça, c'est autre chose. Enfin, il y a toujours une bonne nouvelle qui vient booster. À un moment donné, le marché envoie des signaux où on a l'impression qu'il va peut-être retracer un petit peu plus, qu'il va s'arrêter un peu. Ça repart. Et souvent dans la même séance, avec la Fed, on a vu, à un moment donné, on va chercher un point bas mercredi. Je me dis, tiens, ils n'ont pas l'air d'apprécier ce que dit Powell. Et puis tout d'un coup, ça repart. Ouais. Et le lendemain, d'ailleurs, je tweetais à un moment donné, mais qui paye entre 8h et 10h alors qu'il est donc... Heure française? Oui, heure française. Alors qu'il est 2h du matin là-bas, qui achète je trouve ça très bizarre. Donc, peut-être les Européens, non? Non, ça m'étonnerait. À cette heure-là, quand on voit il se fait autant de volume dans la nuit là, qui s'en fait en 5 minutes dans la journée. Donc non, franchement, ça monte dans le vide à ce moment-là, vraiment dans le vide. Je sais pas. Ça paraît comme ça manipulé. On a l'impression qu'il y a tout d'un coup, il se passe quelque chose. Il y a une croyance derrière Trump que Donald Trump fera tout pour soutenir le marché action, que c'est un point de focalisation aussi pour lui. Ça ne répond pas à la question qui paye à cette heure-là. Bon. Après, sur le marché européen, le CAC, par exemple, il a fait plus ou moins 3 depuis le 2 mai. D'accord. À peu près. Plus ou moins 3% pendant ce temps-là. Donc après le rebond post-Liberation Day, il ne s'est plus rien passé, à part une marge de fluctuation de... Et pendant ce temps-là, le SP500 a fait plus 16%. Voilà, dans la même période. Bon. Alors à corriger du dollar, hein. Mais oui. Alors, ce que j'allais dire, qu'est-ce qui pourrait plomber le marché européen? Déjà, la guerre en Ukraine. Déjà, ça, c'est vraiment un caillou dans la chaussure. Pour vous, ça pèse encore aujourd'hui? Oui, parce qu'à un moment donné, ça va plus, quoi. Non, mais comme ça fait 3 ans que ça dure, on se dit les investisseurs s'habituent à tout et c'est un nouveau régime pour eux et c'est intégré. Mais la dégradation des relations de l'Europe avec la Russie n'est pas normale. Enfin, c'est pas, il y a un truc qui va pas. Alors bon, ça profite à qui? Après, à vous de voir. Mais il y a eu ensuite, évidemment, l'euro qui a fortement progressé, qui n'est pas, évidemment, un facteur positif pour les actions exportatrices et les belles valeurs du CAC, en fait, et puis européennes dans leur ensemble. Bon, voilà. Alors, ça freine. On voit de nombreux démarrages, à un moment donné, d'ailleurs. Romain t'en a parlé, il y a du mieux, parfois. Il y a du mieux, parfois. Mais le lendemain, c'est fini. Parfois, ça s'arrête tout de suite. On a vu des marchés qui montent bien, et puis dans l'après-midi, ils repèrent 1,5 fois plus. Alors, on fait parfois 2 pas en avant, pas 3 quarts en arrière, voire 2,5. Donc, pour l'instant, si vous voulez, les retracements sont trop forts pour qu'on ait un message positif. Je comprends. On voit que derrière, il y a des démarrages un peu, bon, ça va aller mieux, et puis derrière, plus rien. Alors, qui vend, c'est pareil, ça vend. Les volumes, en effet, sont extrêmement faibles. Sur les dérivés, il n'y a plus rien. De toute façon, je regardais entre 11h50 et 12h l'échéance des contrats Eurostoxx. Il s'est fait sur les valeurs françaises. Puisque il y a quand même les valeurs françaises sont les plus représentées dans l'Eurostoxx, bien sûr. Eh bien, il y avait 500 millions échangés. Il y a une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait 2 milliards à cette heure-là.
Donc, il n'y avait rien. Et c'est une trimestrielle, on parle d'une trimestrielle, bien sûr, on ne parle pas d'une hebdomadaire. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Et puis, donc, sur les actions, oui, on voit des démarrages. Alors bon, un jour, c'est Stellantis, un jour, c'est... Là, ce matin, moi, j'avais fait un peu d'Imeris, elle était pas mal, plus 4, mais là, elle était à plus 2 tout à l'heure, et je ne sais pas comment elle va finir. Pareil, il y a plein de valeurs. Kering. Alors oui, ça, c'est un cas particulier. Là, il y a des grands mouvements. Elle a beaucoup baissé. D'abord, elle a énormément baissé. Après, c'est un problème de gouvernance. Donc, ça c'est en train de bouger à ce niveau-là. OK. Là, il y a une histoire. Il y a peut-être un truc. Il y a vraiment quelque chose. Ouais. Il faut qu'il y ait une histoire, en fait. Oui, non, mais... Et que ce soit pas cher et qu'il y ait une histoire. Ah ouais. Après, non, mais les VI, alors, les volatilités implicites, alors, peut-être que sur le ratio call-put, il y a un peu de complaisance, notamment sur le marché américain. Mais on a toujours une voile à 14, 13, 14. Quand ça va bien, un peu d'euphorie, c'est 13, mais c'est pas de la complaisance, 13. Quand c'est normal, c'est 14. Et quand il y a un peu de stress, ça monte tout de suite à 15, 16. Et donc, on a des achats de précaution. Et on se retrouve dans des marchés qui sont toujours sans effet domino potentiel. C'est ce que j'écris tous les jours. Je dis, je ne vois pas ce qui pourrait déclencher un effet domino. Un collapse, quoi. Ouais. Et donc, les marchés sont toujours bien orientés, mais il n'y a pas de relais, et c'est vrai qu'on traîne la patte, et donc c'est difficile de se dire, mais quel pourrait être maintenant le déclencheur d'une hausse qui ferait changer le régime. Alors moi, je pense que la guerre en Ukraine, pour moi, est un facteur aujourd'hui qui pèse lourd, et sur le moral, sur les menaces que ça induit, si vous voulez, les effets collatéraux potentiels qui sont encore présents. On ne sait pas qui pourrait prendre des décisions un peu folles à un moment donné. Donc ça reste un vrai caillou dans la chaussure. Oui, je pense que oui. Et voilà, et c'est pour ça qu'il ne se passe rien. En même temps, l'idée de fond reste quand même que les marchés américains sont trop cher payés et qu'il faut quand même doucement arbitrer vers l'Europe. Se diversifier. Que dans une perspective 2026, l'Europe pourrait rattraper de son retard. Romain, rapidement. Oui, sur la volatilité, c'est vrai que ratio put call à 0,63, mais une volatilité à plus de 14, 14,75, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on fait payer cher une couverture qui est faible. Donc, c'est assez étonnant. On aurait pu avoir une volatilité sous les 14 nettement pour avoir un ratio put call aussi bas. C'est vrai que c'est un peu paradoxal aussi. Philippe, votre bilan de cette échéance, et je veux bien vous entendre. Alors maintenant, il va falloir s'habituer puisque le Russell 2000 a rejoint le Nasdaq, le S&P, le Dow Jones pour atteindre à son tour des niveaux historiques. Et ça fait déjà une paire d'années au moins qu'on n'avait pas vu ce tir groupé des 4 grands indices américains. Oh non, ça fait pas une paire d'années. Je dirais même, c'est jamais. Jamais en une seule séance de bourse, on a vu les 4 principaux indices US battre le record simultanément. Tandis qu'au Japon, le Topix et le Nikkei ont également battu des records. Donc, les 6 plus grands indices mondiaux au zénith au même moment, c'est jamais. Voilà. Quant au Russell 2000, le dernier record remontait à novembre 2021, ce qui ne nous rajeunit pas. Alors, on se demandait qu'est-ce qui pourrait bien arrêter le marché. Moi, je regarde les taux longs depuis déjà des semaines et finalement, ça n'arrête rien. On est à 4,75,5 sur le 30 ans US. Personne ne s'en préoccupe. On est à 3,33 sur le 30 ans allemand. C'est le pire niveau qu'on ait eu depuis le 4 juillet 2011. Tout le monde s'en fiche. Et puis ce matin, le 10 ans japonais s'est pris une baffe. Ça nous a envoyé les rendements à 1,60. Mais finalement, ce matin, ça n'a pas empêché le CAC d'aller chercher 7934, de gagner presque 1%. Les lois du marché ont complètement changé. Avant, c'était toujours une comparaison entre le taux sans risque et le rendement des actions. Maintenant, on a 4,75 sur du 30 ans US, on a 1,5, même pas sur le Nasdaq. On s'arrache évidemment le Nasdaq. Alors, je vais quand même citer quelques chiffres pour mettre en perspective là où nous sommes. Alors, tout d'abord, le Nasdaq, pour la première fois de l'histoire, sa capitalisation aujourd'hui vaut 105% du PIB américain. Je rappelle qu'en 2000, au plus fort de la folie Internet, on était autour de 75%. Donc là, on est
pratiquement 40% au-dessus. On a aujourd'hui, et là aussi c'est un record historique, 34% de valeurs composant le S&P 500, dont le ratio capitalisation sur chiffre d'affaires ou vente est supérieur à 10. Et on a dans l'ensemble un S&P 500 qui se paye 3,28 fois le chiffre d'affaires. Je rappelle qu'en 2000, c'était autour de 2,60. Donc, on n'est que sur du hors norme où qu'on se tourne. Et en plus de ça, ça fait effectivement maintenant des années qu'on a des hausses funiculaires, sans volume, avec des opérateurs qui ne se couvrent même pas, tellement ils sont sûrs que ça va continuer. Qu'est-ce qu'il faut en tirer, Philippe, comme conclusion? Parce que vous dites hors norme, à partir du moment où c'est du hors norme qui dure, est-ce que ça ne devient pas une nouvelle norme? Alors j'entends vos ratios, oui, après les profits générés par ces entreprises deviennent tellement stratosphériques que effectivement, il y a peut-être un new normal qui s'installe de ce point de vue-là. Oui, le new normal, il s'est instauré. Là encore, ça ne va pas nous rajeunir. C'est au all-in monétaire de la mi-mars 2009. À partir du moment où on a commencé à imprimer de l'argent et qu'on s'aperçoit très vite que la monnaie, l'argent qu'on crée ex nihilo, d'un clic de souris, on s'aperçoit que ça devient du collatéral. Alors pour ça, il y a des mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi on crée de l'argent et que l'argent devient quelque part la garantie des engagements à terme sur les marchés financiers. Et on préfère évidemment les actions qui ont un momentum plus important. Donc oui, on sait depuis qu'on imprime de l'argent que c'est ça qui fait monter les marchés et que les déficits sont, je dirais presque, le carburant des marchés. Et voilà que Trump nous fait autant de déficits depuis son élection, depuis son investiture, puisque là maintenant ça y est, il a les manettes, donc on va vraiment lui attribuer, il faut faire revenir à César ce qui revient à une espèce de super César, en tout cas dans sa tête. Il est aujourd'hui sur un rythme de creusement des déficits qui est comparable au all-in du Covid. Les chèques fédéraux, on était à 2000 milliards de dettes en plus en rythme annuel, on y est. On y est aujourd'hui. Et ce n'est pas en 2026 que ça va s'arrêter avec la perspective d'une année d'élection de mi-mandat, j'imagine, Philippe. Oui, déjà, on avait beaucoup reproché à Biden d'avoir essayé d'acheter les élections en creusant les déficits avec le succès que l'on sait. Ce qui semble aujourd'hui être la motivation, c'est que c'est pas tenable et que qu'est-ce qui va se passer? On va vers un rétablissement de la planche à billets. Donc, ça veut dire que le dollar va continuer de se torcher. Ça veut dire que l'or, l'argent et probablement tout ce qui est un petit peu actif concret devrait repartir de l'avant. Je pense qu'on en reparlera plus tard dans l'émission. Il est clair que si on a eu là 12, j'ai compté, on a eu 10 semaines de hausse sur 12 depuis le 20 juin dernier, depuis la précédente séance des cas sortir. Donc, c'est une véritable omnubilation haussière. 10 semaines de hausse sur 12, 6 mois de hausse sur 6, on est au-delà de ce qui est psychologiquement explicable. Donc, la seule corrélation que j'établis, évidemment, mais c'est la même et je l'ai déjà maintes fois évoqué, c'est que plus la dette gonfle, plus les cours de bourse s'envolent. Ça, c'est... Voilà. Bon, mais vous l'avez dit quand même, Philippe, un des corollaires de cette situation, c'est quand même aussi la chute du dollar. Je voulais qu'on y revienne. Romain, vous êtes venu avec le graphique de l'euro-dollar avec une vue mensuelle, justement. Alors, c'est vrai que la première partie d'année 2025 a été un moment de très forte baisse du dollar et donc de forte progression de l'euro-dollar. Est-ce que ça se calme? Où est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Je ne peux pas vous répondre. Non, il y a un faux signal. C'est déjà une réponse. Mais non, c'est toujours très compliqué avec les monnaies. C'est pour ça que je vous ai entouré en rouge cette fausse sortie pour l'instant, mais on est en cours de mois encore, puisque c'est un graphique mensuel que vous avez sous les yeux, du range 1,1422, 1,1782. 1,1782, c'était une cible graphique légitime, assez parfaite, du range 1,0515 à 1,1140. Quand on est sorti par le haut, c'était la cible qui correspondait. On était allé la chercher parfaitement. On est en range depuis sous ce niveau-là, sauf qu'on a fait une fausse sortie et qu'on devait aller chercher
légitimement une zone située autour de 1,2156. Dans une zone de prix qui est à 1,2156 pile, dans cette zone de prix 1,2092, 1,2228. Maintenant, il y a une fausse sortie et c'est contre-pied. Graphiquement, c'est jamais un très bon signal. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'invalide? Alors, on est en cours de mois, donc c'est pour ça que je disais en plaisantant, je ne peux pas vous répondre. C'est autour de ce niveau de 1,1782, à mon sens, que ça se joue. Si on repasse au-dessus, on va aller chercher la cible. Si on reste sous ce niveau-là, eh bien, ça revient au moins à 1,1422 pour l'instant. Il y a moins de momentum là sur l'euro-dollar aujourd'hui, Jean-Louis? C'est vraiment difficile de répondre à cette question. A priori, les parités comme l'eurodoll obéissent vraiment à des politiques monétaires clairement définies. Bon, là, Powell a expliqué qu'il allait baisser encore les taux 2 fois, alors qu'on attendait plutôt 1 fois pour 2025 et puis après 2026. La tendance reste haussière sur le plan technique, ça c'est certain. Moi, je ne regarde pas les sorties mensuelles comme ça, parce qu'après, ça sort, quoi. Il faut y aller. Sinon, si on attend la fin du mois, on risque d'être 300 pips au-dessus. Alors, bon, la seule chose qu'il y a à dire, c'est que ça reste haussier. Et dans ce genre de configuration de marché, on cherche à rentrer à l'achat. Bon, c'est vrai que l'extension, la dernière, elle est violente. On avait fait une petite sortie par le bas aussi, juste avant. C'était un peu un signal de neutralité, quelque part, puisque là aussi, on dérivait un peu. Et on est reparti très violemment. Donc, le fait de retracer la moitié, par exemple, de la hausse, de la dernière hausse, ça ne serait pas un scandale. Maintenant, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est en fonction de comment on va avancer en Europe, comment on va avancer. Mais après, il y a donc ça dépend de l'Europe aujourd'hui, vous dites. Les taux, Parce que c'est quand même beaucoup le dollar qui a baissé, hein. Ce que je veux dire dans cette affaire d'euro-dollar. Bien évidemment. Mais voilà. Mais maintenant, on sait clairement ce que va faire les États-Unis. Vous allez me dire, on sait aussi à peu près clairement ce que va faire l'Europe. Bon, c'est compliqué de se faire une idée là-dedans. C'est vrai, quand tu dis que je sais pas, moi non plus. Ouais. Et c'est-à-dire qu'en fait, ça reste haussier. Techniquement, ça reste haussier. À un moment donné, il faut essayer d'être vraiment simple dans sa réflexion. C'est techniquement haussier. On a une extension violente. À 50%, c'est une occasion d'acheter. Et si on casse le point bas, il faut vendre. Voilà. D'accord. Mais à part ça, ok. on a tout entendu, tout vu. C'est un plan clair. C'est clair, oui, bien évidemment. Juste un élément de comportement, on l'avait évoqué quand on avait indiqué la sortie haussière et la cible, c'est qu'il y a un consensus à $1 à 1,22 qui est quasi unanime. Et c'est ça qui fait douter quant à la possibilité. Les consensus unanimes. C'est ça qui fait douter. Là, j'ai vu plutôt des économistes qui trouvent que la situation, l'euro-dollar a trop monté et qu'ils attendaient d'ailleurs pas, en effet, 1,1920, je crois, au plus haut. Quand tu fais 1,1920 et puis 3 jours après, tu te retrouves à 1,1730, ça fait mal. C'est qu'il y a quand même... il n'y a pas que nous qui nous posons des questions. C'est-à-dire que les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils payent comme... ça veut dire quoi? C'est que la spéculation, en définitive, qui est venue payer sur l'annonce de je ne sais quoi et qui a revendu sur l'annonce de je ne sais quoi non plus. Parce qu'en définitive, tout s'est fait dans le calme. Et c'est après, quand Powell a parlé, que ça s'est cassé la figure. Écoutez, franchement, il y a beaucoup là aussi, de spéculation. Et ils ont plutôt l'idée qu'on devrait retracer. Mais que les choses... moi, je n'ai pas vu de consensus sur le plan fondamental qui pense que ça irait vers le dollar a quand même beaucoup baissé en ligne droite pendant 4-5 mois et que se dire qu'il va reproduire 10% de baisse comme ça dans les 6 prochains mois, et bon, c'est pas forcément... Ça peut arriver, hein, mais un chemin a peut-être déjà été fait de ce point de vue-là, quoi. Mais ça serait quoi le catalyseur? C'est ça le... Pour une baisse supplémentaire du dollar. Alors après, c'est vrai. Il va y avoir des problèmes budgétaires. Déjà été intégré. Il y a des problèmes, parce que les problèmes budgétaires sont il faut qu'il boucle son accord avec les Chinois sur les taxes, parce que sans ça, il ne va pas boucler le budget non plus. Ça va être compliqué. Philippe, je vous repasse la parole. Et vous évoquiez le Japon tout à l'heure. La Banque du Japon, alors j'entends la planche à billets, etc. Bon, là, on a une Banque du Japon, alors qui n'a pas monté ses taux, qu'il fera peut-être à sa prochaine réunion. Il y a eu visiblement des velléités au sein de son comité pour un nouveau mouvement de hausse de taux. Mais il y a surtout la politique de bilan de la Fed qui a été assez pionnière en la matière, Philippe. Et là, la Banque du Japon, pardon. Et là, la Banque du Japon annonce qu'elle va commencer à réduire un petit peu son
bilan à travers des ventes des ETF qu'elle a achetés. Rappelons que la Banque du Japon a acheté massivement des ETF actions. À un moment, j'avais même en tête qu'elle avait 50% du marché japonais, enfin d'ETF actions japonaises. Absolument, c'était le plus grand hedge fund de la planète. Voilà, devant peut-être la Banque nationale suisse. Suisse, d'ailleurs. oui, c'est ça. Ça, Eux, ils achètent les actions en direct, donc c'est encore autre chose. ouais, non, ouais, on va pas comparer un sumo à un combattant Poicoc, même si j'aime bien les Helvètes. Euh, donc oui, c'est une annonce majeure. Euh, la BOJ a été un des soutiens indéfectibles de la bourse du Japon, et ça depuis plus de 10 ans. Hein. Alors, qui va aujourd'hui acheter des actions japonaises En tout cas, ce qui se passe au troisième trimestre laisse songeur. On a un Japon qui perd son gouvernement. On a un Japon qui est mis à l'amende de 500 milliards par Trump, qui se vante en disant « je leur ai fait cracher 500 milliards, c'est du pognon, j'en fais ce que je veux, merci, merci madame Onoté ». Et derrière, vous avez 18% de hausse du Nikkei. 18% là, sur le troisième trimestre. Et puis de gouvernement à la sortie. Et aujourd'hui, on découvre des dissensions au sein de la Banque centrale du Japon. Et il était temps qu'elles apparaissent, parce que de toute façon, la situation n'est absolument pas tenable. Donc aujourd'hui, bon, ils ont repoussé encore probablement de 6 semaines le moment où ils vont relever les taux. Je pense qu'ils s'attendent qu'il y ait un nouveau gouvernement avant de prendre une décision. Sinon, ça serait jugé peut-être comme mettre des bâtons dans les roues du prochain Premier ministre. Voilà. Donc, on est dans l'incertitude totale. La Chine ralentit. C'est quand même un des principaux partenaires économiques. On a l'impression que plus ça va mal, plus il faut acheter des actions, y compris japonaises, et y compris si le 30 ans est au plus haut historique, parce que c'est bien le cas. Le Japon est une sorte effectivement de mystère, je dirais même de miracle, à moins qu'on en revienne à ce constat que plus on a de dettes, plus on est obligé d'imprimer de l'argent, et le Japon, pour filer 500 milliards à l'oncle Sam, va bien falloir qu'ils en impriment. Plus on imprime d'argent, plus ça fait monter les actions. Enfin, un peu d'inflation, mais un peu d'inflation, c'est quand même pas mauvais pour les actions non plus, Philippe, dans un pays qui a connu des décennies de déflation. Un peu d'inflation, et ils ne sont pas à 10% d'inflation, loin de là. C'est quand même bon pour un certain nombre de business, de chiffre d'affaires, de marge derrière, etc. Il y a aussi cet aspect-là quand même qui compte, Philippe. Non, ce n'est pas une inflation très saine, c'est une inflation notamment des prix alimentaires. Ça plombe le pouvoir d'achat des classes moyennes qui se paupérisent. Hein. C'est un peu comme chez nous d'ailleurs. Hein. Les retraités, ils se paupérisent beaucoup plus vite que nous, parce qu'au Japon, les retraites sont quand même un petit peu indexées sur l'argent collecté pour les futures retraites. Donc, on a un consommateur japonais qui va pas fort. Donc, vous avez de l'inflation et vous avez une consommation qui baisse. Vous additionnez les deux, ça fait stagflation. Et vous avez un Nikkei qui n'arrête pas de grimper. Enfin, je le répète, on est quand même dans une espèce de miracle permanent, et où le carburant, je le répète, semble être la dette, l'impression monétaire. Alors, Jean-Louis Cussac, un mot. Ouais, et puis, à propos du miracle, on va parler du Nasdaq. Je pense à l'euro-dollar. C'est vrai qu'il y avait eu une accélération aussi à la hausse de l'euro-dollar sur le fait que Trump cherchait à influencer la Fed dans sa politique monétaire de manière un peu violente. Cavalière, oui. Et du coup, ça avait affecté le dollar, qui est sorti renforcé du fait qu'en fait, la Fed a pris une décision qui allait plutôt dans ce sens, Je comprends. mais sans l'influence qu'il aurait voulu donner. Il n'y a pas eu autant de dissidents que ça au sein de la réserve fédérale américaine. C'est ça aussi qui a fait que le dollar... Ils n'ont pas baissé de 50 points de base. L'ISACU qui a pu CG, exactement. etc. Ça, c'est ça. Ça a rassuré j'entends. sur la situation. Ouais.
Bon, oui, derrière la baisse du dollar, il y a évidemment j'allais dire, la pression politique mise ça par pas Trump été bon, sur ça. un certain nombre d'organisations, d'institutions fédérales, et la Fed en est une parmi d'autres. On parlait de miracle, donc je veux bien qu'on dise un mot. Vous êtes venu avec des graphiques tech, Romain. Donc il y a le Nasdaq 100 en vue mensuelle, et puis il y a la tech européenne. Alors évidemment, deux histoires complètement différentes. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement de ces situations techniques de marché là? Bien, on arrive sur la borne haute du canal haussier Pour le Nasdaq. pour le Nasdaq Ouais. en mensuel, qui a été testé 8 fois au moins depuis 2023. Donc, depuis 2022. Mhm. Donc, et on arrive une fois de plus sur la borne haute de ce canal qui a été testé systématiquement. Quand j'ai mis une ellipse, c'est que la touche est parfaite sur le canal. D'accord. Donc, il y a quelque chose de très très propre. Là, en mensuel, on est en train d'effleurer le niveau. Est-ce qu'on va réussir à continuer à se réinstaller au-dessus? Est-ce qu'en haut de marché, en haut de canal, après une progression de 200% en 5 ans, on va recréer du momentum et sortir par le haut d'un canal haussier? On peut dire, sans plaisanter, que le momentum commence à diverger par rapport au prix aussi. Donc, voilà, c'est une question et un point graphique Prudence intéressant. quand même, vous dites, c'est le message un petit peu Prudence maintenant, Ouais, oui. d'accord. Clairement, le risque est vraiment asymétrique sur les indices D'accord. américains. Quand il y a des histoires magnifiques, on voit Oracle, effectivement, Ouais, Broadcom, il y a des choses qui se mettent en place. Intel qui repart des enfers, mais pour une annonce, une injection de liquidité. On voit Nvidia qui patine, qui s'arrondit un peu contre un gros niveau, 182, 90. Il y a quand même des choses qui commencent à caler. Puis il y a les Chinois qui arrivent, qui commencent à faire vaciller, poser des questions. Le modèle est plus exactement le même. Donc, prêt à se couper de Nvidia d'ailleurs. donc, prêt à se Les couper Chinois. d'NVIDIA, même si on la joue fair play pour l'instant, ça peut gêner chez NVIDIA quand même. Donc voilà, il y a quand même des questions à se poser de ce côté-là, ne serait-ce qu'en termes de... Beaucoup, ça ne veut rien dire en bourse, mais il y a des niveaux qui sont quand même Ça importants. s'accumule quoi. Et c'est le même niveau sur le S&P, c'est 6660 points, donc il y a des D'accord. questions à se poser de ce côté-là. Bon, et côté tech européenne, alors on n'en a pas beaucoup parlé ces derniers temps parce que c'était pas, il n'y avait pas parce grand-chose à dire de positif en tout cas. Parce qu'on est dans un range depuis Ouais. des années, Ouais. qu'on voit ici, borné en bas sur le texte, le Eurostoxx le Stoxx Europe 600 technologique, avec 761 en bas, 893 euros. On a évolué systématiquement depuis des années à l'intérieur de ce range. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on était en consolidation sous la médiane et qu'on a une réaction haussière. On déborde une oblique baissière, il y a une vraie réaction et un ensemble de tech qui se réveille en Europe, SAP sur un niveau de support, ASML qui sort d'une structure de Cette semaine, congestion. très belle semaine pour ASML. là, Ouais, hein. très belle Ça, semaine, ouais. confirmation d'une sortie Ouais. haussière. On voit une compression se mettre en place, elle se confirme, il y a encore un peu de potentiel. On a vu des petites capilles, il y a eu dans toute l'informatique qui est Obey. Ouais, les petites ESN, les ESN du cours. D'une façon générale, il y a eu des mouvements. Il y a même Soitec qui a agi sur un gros niveau de support, mais on n'a pas encore de figure de retournement haussière. Donc, deux éléments intéressants. Ça bouge sur la tech européenne. Le deuxième élément, c'est que les cibles, elles ne sont pas très lointaines. Et je ne suis pas sûr... C'est pas un grand mouvement pour l'instant qu'on peut entrevoir. On va peut-être aller chercher la borne haute du range sur l'indice. Peut-être qu'il y a de plus belles histoires individuellement, mais ça donne des cibles qui donnent 7 à 8% de progression. Et est-ce qu'on va avoir le momentum pour sortir par le haut de ce range historique dans lequel on est coincé sur la tech européenne? Donc oui, du mieux, mais ça corrobore cette idée que s'il y avait du mieux, pour l'instant en tout cas, ça n'irait pas très très loin manifestement. Donc il y a quelque chose qui se met en place. Bon, small cap. Alors, ça a été l'envolée de l'été, là, les indices small en France, notamment. Et depuis, c'est comme le Russell qui est au record. L'accélération s'est faite avec la baisse des taux d'intérêt, la perspective de la baisse, et puis la baisse annoncée, la double baisse pour 2025. Voilà, c'est ce qui a dopé les petites sociétés, on va dire, même si dans le Russell, il y a quand même des grosses. Oui, c'est pas la même. Mais évidemment. Mais bon, là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de faux démarrages, encore une fois. Là. Sur quoi? Sur les small oui, c'est vraiment des... Il y a des améliorations, mais... alors, c'est violent. C'est-à-dire qu'il y a des fortes hausses, tout d'un coup, comme dans l'automobile, les équipementiers avant-hier ou hier, ou je sais plus. Là, aujourd'hui, c'était plutôt justement les automobiles. Là, c'était Stellantis qui a la plus forte hausse du jour, comme le disait Pauline tout à l'heure. Et donc là, on a eu cette réaction. Alors, on a des réactions violentes, après ça se calme. Et c'est pareil, c'est difficile de... En fait, aux États-Unis, il y a des investisseurs qui constamment voient le verre à moitié plein. Tout est pris dans le bon sens, mais tout. On va toujours le bon côté des choses. Ah oui, toujours le bon côté. Et nous, on a plutôt tendance à voir le mauvais côté.
Mais voilà, l'explication, il y a des explications, on a cité quelques-unes. Et là, aujourd'hui, moi, je pense que de toute façon, les gérants n'ont pas envie de mettre d'investir fort sur des valeurs qui sont avec des volatilités de liquidité extrêmement importantes, parce que à un moment donné, il n'y a pas encore un grand retour fondamental de flux sur le compartiment small et mid. Mais non, on le voit partout, la conviction globalement, elle n'est pas là. Donc émerge ce côté spéculatif, émerge le côté algorithmique, le côté arbitrage. Mais est-ce qu'il y a des achats secs comme ça? Moi, je n'ai pas l'impression. Et d'après ce que j'entends, la réponse est non. Bon, Romain, j'essaie aussi d'être un peu équilibré, mais c'est vrai que, encore une fois, corrigé du dollar, la performance américaine, elle n'est pas si délirante que ça. Et il y a des indices en Europe, alors on est focalisé sur le CAC, entre autres, qui est une absence d'intérêt, je l'entends bien, mais vous êtes venu, là aussi, c'est le graphique, alors c'est les mid-cap italiennes, c'est ça, les small et mid italiennes. Bon, là, il y a une vraie histoire, et ça fait un moment que ça dure, quand même. Exactement. Et le FTSE MIB, et l'IBEX espagnol, enfin, je ne sais pas où ça en est, mais c'est quand même des histoires qui sont belles histoires positives, et qui sont des histoires sur lesquelles on a pu s'appuyer, les investisseurs ont pu s'appuyer. Complètement. Autant sur le CAC Small, on est très concentré sur quelques valeurs. C'est ça. C'était une des questions de la composition. Un indice, en tout cas. Il y a quand même deux valeurs qui ont fait, je ne sais plus combien de pourcents de la performance. Vivax et Exail. Donc, c'est un premier moteur de représentativité. Il y a des foyers d'intérêt un peu localisés. Si on veut regarder des titres qui bougent un peu, il y a un dossier qui s'est réveillé un peu, là, qui est une bonne publication aujourd'hui, c'est Boiron. Par exemple, il se passe peut-être quelque chose, il y a peut-être une vraie recovery de ce côté-là, mais ce sont des foyers individuels. Voilà. Sur l'Italie, il y a effectivement l'Itamid, et là, ça fait longtemps que l'histoire dure. Elle est vraiment sortie d'une structure haussière de long terme. La cible, c'est encore 8% à peu près de hausse par rapport au cours actuel. Et ça m'intéresse à double titre, déjà parce que ça surperforme clairement et de façon franche et massive, avec beaucoup plus de participation que chez nous. Et aussi parce qu'on dit souvent que dans un cycle de marché, les small caps sont les dernières payées. Et comme vous savez, on en a évoqué plusieurs fois. Ça fait un moment qu'on attend je me dis, cette fin de cycle. Je dis que ça commence à y ressembler. Et quand on aura atteint ces cibles sur l'indice small et mid, on sera peut-être arrivé au bout de quelque chose. Donc, pour l'instant, on n'a aucun signe de retournement sur les grands indices. Des signes de baisse de momentum un peu sur les indices américains, de divergence de momentum sur les indices américains, mais on a encore de la place sur quelques histoires, quelques dossiers, et on voit quelques valeurs qui se réveillent comme ça. Donc, il y a encore peut-être des foyers d'intérêt ponctuels, mais c'est vrai qu'on n'a pas une participation franche. Et sur le CAC 40 et d'une façon générale, le DAX reste quand même plombé. Il a fait une sortie par le bas cette semaine. Alors, est-ce que c'est un contre-pied technique et ça va aller mieux? Peut-être. Mais pour l'instant, ça reste quand même assez mou. En revanche, il y a effectivement l'Italie et l'Espagne qui sont en pleine forme. Et là, il y a une autre histoire qui s'est mise en place clairement. Ouais. Philippe, un mot des matières premières. Alors, il y a l'or, évidemment, en tant que métal précieux, et puis il y a le reste du compartiment. Quels sont les signaux envoyés par l'or, toujours au sommet, et le reste des matières premières, Philippe? Bon, l'or, plus 40%, l'argent, plus 46%. Donc, clairement, là, on voit que ces deux actifs servent de hedge contre la désintégration monétaire, liée, comme je le disais, au creusement des déficits. Le cuivre, il nous a envoyé un petit signal qui ne s'est pas confirmé. Le franchissement de la barre des 10 000, à mon avis, va faire la différence. Malheureusement, ce franchissement, pour l'instant, nous ne l'avons pas. On regarde également du côté du palladium, du platine, et tout ça, c'est peut-être en attente d'un véritable intérêt. Là, il ne s'agit plus effectivement de se protéger contre la baisse du dollar ou des déficits à 250% au Japon. D'un seul coup, on se met à douter du yen. Enfin, il peut y avoir des foules d'explications, mais le cuivre, c'est le marqueur d'une économie en croissance. Et sans signe précurseur d'un rebond de l'activité en Chine, notamment, ce débordement des 10 000, il risque un peu de se faire attendre. J'ouvre juste une petite parenthèse au sujet de la Chine, parce que pour moi,
l'annonce vraiment importante de la semaine, hein, outre la BOJ qui décide de revendre une partie des ETF qu'elle détient, c'est que Xi Jinping dit vous n'achetez plus de puces Nvidia, ou les géants de la tech, ou même les pas géants de la tech chinois, avec effet immédiat, et vous achetez des produits locaux ou des produits maison. Et ça fait déjà plusieurs semaines, maintenant de quelques mois, que je piste des petites études qui sont publiées et qui semblent corroborer l'idée que les Chinois ont trouvé des moyens de graver à des niveaux de performance équivalente à TSMC ou ASML. Autrement dit, la Chine n'a pas 5 ans de retard. Elle a pris son indépendance technologique. Voilà. Il semble le croire. Et si effectivement les Chinois se mettent à produire, alors cette fois-ci en masse des puces, puisqu'ils cesseraient de les importer de Taïwan, ils cesseraient de les importer des États-Unis, alors je pense qu'effectivement les Chinois auront besoin de pas mal d'argent parce que pour une bonne conductivité et les puces les plus performantes, il faut ou de l'argent ou de l'or. 30 secondes, Romain, vous êtes venu avec un graphique alors d'un index sur les actions chinoises, c'est ça? Et c'est vrai que ça a été là aussi, c'est des actions qui surperforment déjà depuis quelques temps. Voilà, très pondérant en technologique chinoise, ça surperforme, on est en train de dépasser un niveau important, 126,50 premier gros niveau cible, et puis pourquoi pas 153 pour des extensions. Manifestement, les opérateurs payent cette histoire de tech. Ouais, c'est ça. La tech, c'est déjà un effet tech. En plus de l'histoire, voilà, le P800 de Baidu, ça a fonctionné, et graphiquement, on voit des retournements de tendance qui sont puissants. On avait évoqué Alibaba il y a quelques temps, ça s'étend. Jean-Louis, pour conclure. Et les Chinois ont... la puce qui a été fabriquée pour la Chine par Nvidia n'a pas le succès du tout escompté. Tu parles, oui, on leur recommande de ne pas l'acheter. Exactement, donc là ça pose un problème. C'est pas les puces les plus avancées de Nvidia. Exactement, mais c'était les puces pour la Chine. Bien sûr. Donc ils n'en veulent pas, manifestement, ça ne marche pas. Donc moi, je pense qu'il faut être très prudent sur les marchés. Moi c'est vrai que je suis acheteur de titres européens de très grande qualité. J'ai essayé de sélectionner des valeurs plutôt de rendement. Ça, c'est pas récent. Et je suis un peu vendeur sur le marché américain, souvent protégé, souvent hedgé, souvent avec des ventes de poudre, des petits tunnels, des machins. Mais voilà, je suis vendeur plutôt sur les États-Unis à ce prix-là. Merci beaucoup, messieurs. Les trois sorciers de Smart Bourse avec nous chaque troisième vendredi du mois. Philippe Béchat, Jean-Luc Hussac et Romain Dobré.